Avant de débuter, je veux juste parler un peu du cadre dans lequel je travaille. Donc, mon laboratoire s'appelle le laboratoire de neurosciences en contextes sociaux. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'étudier les interactions entre la société et notre cerveau. Donc, l'impact ou l'influence que peut avoir les contextes sociaux sur le développement et le fonctionnement de notre cerveau, donc sur nos comportements et nos décisions, mais aussi comment le développement et le fonctionnement de notre cerveau, donc nos comportements et nos décisions, peuvent avoir un impact sur nos sociétés. L'autre cadre duquel je m'inspire beaucoup, c'est les neurosciences computationnelles. Les neurosciences computationnelles, ce qu'ils proposent, c'est que l'ensemble du tissu cérébral, là, des neurones jusqu'aux structures, jusqu'au grand réseau, ben, a évolué pour une chose, c'est pour traiter de l'information. Les neurosciences computationnelles considèrent le cerveau un peu comme une machine statistique. Puis ce que je veux dire par machine statistique, c'est que notre cerveau va utiliser des modèles pour se représenter son monde interne, mais aussi pour représenter son monde externe. Puis à partir de ces modèles-là, notre cerveau va produire des inférences ou avoir des inférences ou des hypothèses à propos de ce qui se passe dans l'environnement. On va utiliser nos sens pour aller tester ces hypothèses-là. Si nos hypothèses sont infirmées, qu'on se rend compte que nos attentes ne représentent pas bien ce qui se passe dans l'environnement, on va avoir un message d'erreur. Ce message d'erreur-là est super important parce qu'on peut l'utiliser pour modifier notre modèle puis le rendre plus adapté à l'environnement. Un exemple de ça, c'est plusieurs Québécois cette année avaient un certain modèle de ce qu'allait être leur semaine de relâche. Bien, après avoir samplé l'environnement, ils ont dû updater leur modèle. Donc, ce que je propose aujourd'hui, c'est de commencer par vous présenter un peu le cadre théorique autour des normes sociales et en particulier la norme d'équité. Ça va me permettre de mettre la table pour vous parler des résultats de 2 projets. Le premier porte sur l'adaptation des normes sociales chez les enfants. Puis le deuxième, c'est un projet où on a essayé de faire comprendre aux gens que trop, c'est comme pas assez. Là, je prends le temps de 2 secondes pour vous dire que ça me fait plaisir de prendre les questions au fur et à mesure de la présentation. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour m'interrompre s'il y a des choses que je dis auquel que vous voudriez avoir des précisions. Donc, quand je parle des normes sociales, j'aime beaucoup présenter cette photo-là parce qu'elle me permet d'illustrer 3 points importants à propos des normes sociales. Premièrement, les normes sociales ont une influence extrêmement importante sur nos comportements. Deuxièmement, les humains, on est très sensibles aux transgressions des normes sociales. Je suis pas mal certain que la plupart d'entre vous, vous regardez la foule, les gens qui font le signe nazi, le salut nazi, puis vous vous dites, il me semble qu'ils font quelque chose qui n'est pas correct. La troisième chose, c'est que les normes sociales, comme nos sociétés, évoluent. En effet, si on se place dans les souliers du photographe qui a pris cette photo-là en 1937 en Allemagne nazie, ce n'est pas la foule qui fait quelque chose de pas correct, c'est cet homme ici qui se tient les bras croisés. C'est quoi les normes sociales? Christina Bicceri décrit les normes sociales un peu comme la grammaire de la société. Puis moi, je trouve que c'est vraiment une image super. Parce que c'est quoi la grammaire? C'est les règles qui dictent comment on devrait écrire. Les normes sociales, c'est quoi? C'est les règles qui dictent comment on devrait agir en société. C'est donc l'ensemble des comportements que je pense que les autres devraient faire, mais aussi ce que je crois que les autres pensent que moi, je devrais faire. On peut se représenter les normes sociales un peu comme des modèles de ce qui est attendu ou pas de faire dans certaines situations. Comme je l'ai dit tantôt, nos sociétés évoluent. Donc, les règles qui les régissent évoluent aussi, et parfois heureusement. Donc, ceci, ça a amené mon mentor à Virginia Tech, Reed Montague, à proposer que notre cerveau possède 3 habiletés qui nous permettent, comme espèce humaine, d'utiliser, de construire des normes sociales puis de les utiliser. Donc, la première habileté, c'est que notre cerveau est capable de calculer ou de computer une représentation de ce qui est partagé, de ce qui est attendu de faire. Donc, cette représentation-là, on peut la représenter par un modèle. Donc, on va appeler notre norme interne, ce qu'on s'attend ce qui se passe. Mais si on peut représenter notre norme interne par un modèle, on peut aussi
représenter ce qui se passe dans l'environnement, la norme dans l'environnement, par un modèle. Pardon. La deuxième habileté que notre cerveau a, c'est qu'il est capable de détecter des différences entre mon modèle, ma norme, et ce qui est perçu dans l'environnement. Puis ce que notre cerveau est capable de faire, c'est en fin de compte de calculer ce qu'on appelle une erreur de prédiction de la norme. Pourquoi on appelle ça une erreur de prédiction? Bien, comme je l'ai dit tantôt, nos modèles vont nous permettre de prédire ce qui se passe dans l'environnement. Nos normes sociales sont supposées nous dire qu'est-ce qui va se passer. Donc, ici, on va appeler ça une erreur de prédiction de la norme. Troisième chose que notre cerveau est capable de faire, c'est de choisir la meilleure action à produire afin de diminuer cette erreur-là. Donc, le cerveau peut faire deux choses. La première chose, c'est qu'il peut nous faire des comportements, produire des comportements qui vont faire en sorte qu'on va venir modifier notre environnement pour le rendre plus semblable à notre norme. L'autre chose que notre cerveau peut faire, c'est plutôt de dire, je vais changer ma norme pour la rendre plus similaire à ce qui se passe dans l'environnement. Dans les deux cas, l'objectif est le même. Ce qu'on veut, c'est diminuer l'erreur de prédiction vers zéro. Là, je vais juste prendre 2 secondes pour vous dire que je suis vraiment, vraiment content de venir partager mon savoir sur les normes sociales. Puis là, je ne veux pas choquer personne. Sachez que je vais partager de façon équitable mon savoir. Je vais en garder la moitié pour moi, puis je vais vous en donner l'autre moitié. Je dis ça parce que une des normes qui est centrale dans notre existence, c'est l'équité, l'égalité ou la justice. En effet, depuis notre enfance, à travers toute notre vie, beaucoup de nos interactions sociales incluent des distributions de ressources. Puis, juste pour vous donner un exemple, en lien avec la pandémie, tout le débat à propos de l'aide qui est donnée à différents groupes. Est-ce qu'il y a des groupes qui en reçoivent trop? Est-ce qu'il y a des groupes qui en reçoivent pas assez? Par exemple, le milieu culturel. Un autre exemple de ça, c'est je lisais, je pense, 2-3 jours, une nouvelle, puis il parlait que l'ONU mentionnait qu'il y avait plus de 160 pays dans le monde qui avaient 0 dose de vaccin. Donc, on voit comment que l'inégalité, c'est quelque chose de central au niveau sociétal, mais au niveau personnel aussi. Il y a plusieurs chercheurs et théoriciens qui proposent aussi que notre capacité à respecter, mais aussi à faire respecter la norme d'équité, c'est central dans notre capacité comme espèce à coopérer. Donc, que la norme d'équité, c'est vraiment un des piliers de notre fonctionnement social. Pour étudier la norme d'équité, on peut utiliser différentes tâches, mais la tâche qui est très souvent utilisée, c'est une tâche issue de la théorie des jeux qui s'appelle le jeu de l'ultimatum. Dans le jeu de l'ultimatum, on a 2 participants, un proposeur puis un répondeur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va donner un montant d'argent au proposeur, par exemple 20 $. Puis on va lui dire, tu dois diviser cette somme-là, en garder une partie pour toi, puis donner l'autre partie au répondeur. Le répondeur, sa tâche est super simple. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'accepter ou de refuser l'offre qu'il vient de recevoir. S'il accepte, bien, chaque personne reçoit sa partie, puis tout le monde est content. S'il refuse, par exemple, les 2 participants reçoivent 0. Pourquoi on pense que ça nous permet d'étudier des normes sociales? Bien, comme j'ai dit tantôt, c'est quoi une norme sociale? C'est ce qu'on s'attend à ce que les autres devraient faire. Pour le répondeur, c'est quoi sa norme? C'est l'offre qui s'attend que le proposeur devrait lui faire. Donc, quand il rejette, c'est un signal social fort qui lui dit au proposeur, « Hey, tu as transgressé ma norme sociale, je suis prêt à payer un prix pour te punir. » Pourquoi je dis que tu es prêt à payer un prix? Mais, par exemple, si le proposeur garde 17 $ puis donne 3 $ au répondeur, le répondeur décide de refuser. Mais dans les faits, le répondeur, il prend 3 $ puis il décide de perdre 3 $ pour pouvoir punir le proposeur. Un autre aspect intéressant de cette tâche-là, c'est souvent, on ne va pas montrer c'est qui le proposeur. On va dire, tu ne connais pas cette personne-là, tu ne la rencontreras plus jamais après. Fait que, ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens vont quand même refuser des offres. Puis on va appeler ce type de comportement-là souvent la punition altruiste. Pourquoi on appelle ça la punition altruiste? Parce que justement, la personne, elle refuse, mais ce n'est pas pour elle qu'elle refuse. C'est pour faire en sorte que le proposeur, quand il sort en société, bien, il ne fasse plus ça avec les autres. Ça va pour l'instant?
Donc, la plupart des travaux que je vais vous présenter, ben, tous les travaux que je vais vous présenter aujourd'hui, on place nos participants dans le rôle du répondeur. Donc, un avantage des tâches qui sont issues de la théorie des jeux, c'est qu'il existe souvent des modèles qui expliquent comment les gens se comportent durant les tâches, comment les gens prennent des décisions dans ces tâches-là. Pour la tâche d'ultimatum, le modèle qui est proposé s'appuie sur la théorie de l'aversion pour l'inégalité, une théorie qui a été proposée par Furey-Schmidt vers la fin des années 90. Donc, ce que cette théorie-là propose, c'est que dans un contexte, dans une situation de division de ressources, notre cerveau va s'attendre à ce que cette division-là soit équitable, souvent par exemple égale. Donc, on ne va pas être content lorsque la division, on a moins que la moitié. On ne va aussi pas être content lorsqu'on en reçoit plus que la moitié. Donc, on va être fâché quand on est désavantagé ou lorsqu'on est avantagé. Plus formellement, ce qu'on veut savoir dans la tâche d'ultimatum, c'est comment les gens font pour accepter ou refuser une offre. Pour accepter, pour prendre cette décision-là, notre cerveau doit attribuer une valeur à cette offre-là. Puis, dans le cerveau, la valeur, on va appeler ça l'utilité. Donc, ce que notre cerveau doit faire, c'est calculer l'utilité des offres qui sont reçues. Bien, pour faire ça, ce qu'on propose, c'est que notre cerveau utilise un modèle qui est basé sur l'aversion pour l'inégalité. Ce modèle-là se représente par cette équation. Okay? Donc, c'est une équation qui est super simple à comprendre. Je vais vous l'expliquer. Donc, l'utilité d'une offre, pour notre cerveau, c'est quoi? C'est la valeur objective de cette offre-là, moins quelque chose. Puis ce quelque chose-là, c'est quoi? Mais c'est la différence entre ce que je m'attendais de recevoir, ma norme, et l'offre que j'ai reçue. Donc, c'est quoi ça? C'est l'erreur de prédiction de la norme. Que ce soit quand j'ai moins que je m'attendais ou quand j'ai plus que je m'attendais. Donc, pour vous donner un exemple, par exemple, cette personne-là reçoit une offre de 9 $. Le proposeur a gardé 11 $. Quelle est l'utilité de cette offre-là pour cette personne-là? Donc, l'utilité pour cette personne-là, c'est égal à quoi? À l'offre, donc 9 $ moins quelque chose. Si cette personne-là s'attendait à recevoir 10, donc la moitié, c'est 10 moins 9, ça fait 1. Donc, 9 moins 1, ça fait 8. L'utilité d'une offre de 9 $ pour ce participant-là va être de 8 $. Mais on sait que les gens ne sont pas tous sensibles de la même manière à l'inégalité, à l'inéquité. Donc, pour tenir compte de ça, on va rajouter deux paramètres, ici alpha et bêta, qu'on va appeler envie et culpabilité, pour tenir compte de ça. Pourquoi envie et culpabilité? C'est en lien avec les sentiments qui sont souvent associés au fait d'avoir moins que je m'attendais, d'être désavantagé, donc je suis envieux, ou d'avoir trop, d'avoir plus que ce que je m'attendais. Dans ce cas-là, je me sens coupable. Ce qui est le fun quand on a un modèle mathématique comme ça, c'est qu'on peut aller utiliser le comportement des gens pour calculer ou estimer la sensibilité du participant. Donc, comment qu'on va faire pour faire ça? C'est qu'on va utiliser une approche d'optimisation. On va essayer plein de valeurs d'envie et de culpabilité, puis on va essayer de trouver quelle valeur nous permet le mieux d'expliquer le comportement des participants. Puis les valeurs qui nous permettent le mieux de le faire, ça va être les variables, ça va être en fin de compte la sensibilité de ces participants. Ça va? À date, j'ai beaucoup parlé de détection de déviation, de sensibilité, mais j'ai très peu parlé d'adaptation puis d'apprentissage de normes sociales. C'est pas pour rien, c'est qu'il y a très peu de travaux qui se sont intéressés à ça. C'est particulièrement le cas pour les enfants. Là, vous allez me dire, pourquoi tu nous parles des enfants? Mais je vais vous répondre. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà été des enfants ou qui ont des enfants autour d'eux, mais la norme d'équité, c'est au centre de leur vie. OK? Juste pour vous donner un exemple, là, mes enfants, Lou et Charlie, sont toujours en train de s'ostiner. C'est qui en a le plus? C'est qui y en a un qui en a moins? Puis là, je suis en train de préparer la présentation. Puis
je me suis dit, je ne peux pas croire qu'après les 1000 fois que ça s'est passé, je n'ai pas de footage de ça. Je n'ai jamais pris une vidéo de ça. C'est sûr que, quand ça se passe, il faut que tu sois rapide. Là, tu prends ton téléphone et tu t'enregistres. OK, excuse. Je sais que mes étudiants sont en train de se dire « Maudit menteur, tu n'as même pas de téléphone intelligent, tu as encore un flip. » Oui, c'est vrai, j'ai encore un flip, OK? Mais juste pour vous dire, là, depuis vendredi, les enfants, à chaque fois qu'ils s'ostinaient à cause qu'il y en a un qui en avait plus que l'autre, je me disais « Ouais, OK, là, il est temps que je m'achète un téléphone. » Ça s'est tellement passé de fois, là, que là, je vous dis, là, je suis vraiment, vraiment proche de m'acheter un téléphone intelligent. Mais inquiétez-vous pas, ma femme a un téléphone intelligent. Donc, ce matin, j'ai été capable de croquer sur le vif cette interaction. OK? Là, je veux juste vous dire que j'ai fait un debriefing avec mes enfants après, puis je leur ai dit « Papa fait ça pas parce qu'il vous aime pas, là. C'est pour la science qu'il fait ça. » Le fait que, tu sais, Charlie et Lou, ils ont 3 et 7 ans. Puis c'est pas étonnant qu'ils s'ostinent sur savoir c'est qui en a le plus ou pas. On sait que la norme d'équité se développe très rapidement chez les enfants. Par exemple, dès l'âge de 19 mois, les enfants vont s'attendre à ce que, lorsqu'il y a une division de ressources, mais cette division-là soit égale. Mais le fait de faire respecter une norme d'égalité ou d'équité, dans le sens de punir quelqu'un qui transgresserait cette norme-là, ça apparaît plus tard, vers l'âge de 4 à 7 ans. Et ce qui est intéressant de noter ici, c'est que les enfants vont punir s'ils reçoivent moins qu'ils s'attendaient. Ils ne puniront pas s'ils reçoivent plus qu'ils s'attendaient à cet âge-là. Le fait de punir quand on reçoit plus qu'on s'attendait ou plus qu'on devait, mais ça apparaît plus tard, à 8 ans. Ça, c'est important. Cette différence-là au niveau du développement, on va en reparler un peu plus tard. Comme je le disais, on a quand même pas mal de données sur la sensibilité des enfants, leur capacité à détecter des transgressions, mais on a très peu de données sur leur capacité d'adaptation. Ce qu'on sait, c'est qu'à partir de 7 ans et demi à peu près, les enfants vont être capables d'utiliser de l'information qui est explicite. Okay? Donc, si on leur dit, par exemple, OK, voici des ressources, moi, la façon que je le diviserais, ce serait comme ça. Bien, les enfants vont être capables d'appliquer cette règle-là. Les enfants vont aussi être capables d'appliquer cette règle-là si on leur dit, par exemple, ah, la plupart de tes amis, mais voici comment ils diviseraient ces ressources-là. Puis les enfants sont capables de faire ça. Mais dans les faits, les normes sociales, comment on les construit, c'est beaucoup plus implicite que ça. On va utiliser plein d'informations de notre environnement social, puis ce processus-là va se faire de façon beaucoup plus dynamique que ce qui est représenté ici. Donc, on sait très, très peu de choses sur comment les enfants sont capables d'adapter leurs normes sociales à leur environnement, social, notamment en lien avec la norme d'équité, mais aussi comment ils font pour adapter leurs normes sociales. Ça, c'est le défi qu'a décidé de relever mon étudiante Frédérique Maurras, que j'ai en co-supervision avec une collègue à l'Université de Montréal, Myriam Beauchamp. Donc, Frédérique, si tu es là, tu peux te lever et dire salut à la foule, il n'y a pas de problème. Donc, ce que Frédéric a décidé de faire, en fin de compte, c'est d'adapter un paradigme qu'on avait développé à Virginia Tech pour étudier l'adaptation des normes sociales chez les adultes. Donc, ce paradigme-là, comment il est construit, c'est qu'on place les participants dans le rôle d'un répondeur, dans une tâche ultimatum, puis on les fait jouer avec plein de proposeurs différents. Dans ce cas-ci, 60. Mais ce que Frédéric a fait pour adapter la tâche, c'est qu'au lieu de jouer avec de l'argent, les enfants, on les fait jouer avec des jetons. Donc, on dit aux enfants, vous allez jouer avec des jetons, mais vous allez pouvoir échanger ces jetons-là pour des jouets après la tâche. L'autre différence, c'est que
on dit aux enfants que les proposeurs, c'est d'autres enfants. Donc, dans notre tâche, les enfants jouent avec des proposeurs, puis on dit qu'on va donner aux proposeurs à chaque fois 20 jetons qu'ils doivent diviser. Ce que les enfants ne savent pas, c'est que c'est nous qui contrôlons les offres. Donc, pour les 20 premiers essais, on va envoyer des offres aux enfants qui sont tirées d'une distribution d'une moyenne, donc avec des offres autour de 8 jetons sur 20. Pour les 20 essais ensuite, on va envoyer des offres tirées d'une distribution pas mal plus cheap, avec des offres situées autour de 4 jetons sur 20. Puis pour les 20 derniers essais, on va retourner à la distribution avec des offres moyennes, donc avec des offres de jetons autour de 8 jetons sur 20. Ici, ce qu'on essaie de faire, en fin de compte, c'est de conditionner la norme des participants. On essaie, en fin de compte, de changer leurs attentes. En effet, ce qu'on essaie de faire, c'est que en donnant plein d'offres vraiment basses, que les enfants se disent « Hey, je vis vraiment dans un monde cheap, hein? » OK, c'est sûr, là, les enfants de nos jours ne parlent pas pantoute comme ça. C'est beaucoup plus du type genre « Diantre! Je vis vraiment dans un monde caractérisé par l'inégalité sociale. » Ce genre de choses-là. En tout cas, mes enfants, c'est le même qui parlent. Là. Tout ça pour dire que si on est capable effectivement de conditionner leurs attentes, leurs normes, bien, leur comportement après ce conditionnement-là devrait être différent du conditionnement avant, bien que ce soit pour le même type d'offre. Et c'est effectivement ce que Frédéric a observé dans notre échantillon d'enfants âgés de 7 à 10 ans. Donc, ce qu'on voit, c'est que le taux de rejet des offres moyennes diminue significativement après le bloc de conditionnement. Et ça fait du sens, parce que les enfants, ils voient plein d'offres basses. Qu'est-ce qu'ils s'attendent? C'est à recevoir des offres basses. Quand ils reçoivent une offre moyenne, ils la trouvent pas mal plus cool que ce qu'elle était au début. C'est bien. Mais dans les faits, comment les enfants prennent leurs décisions? Comment ils font pour choisir d'accepter ou de refuser l'offre? Et pour ça, on va aller voir leur comportement. Donc ici, on a le taux de rejet pour chacune des offres à travers toute la tâche. Donc, ce que j'aimerais vous faire remarquer, c'est qu'ici, on a des offres de 10 jetons. Okay? Plus on s'éloigne de cette offre-là, plus le taux de rejet augmente. Ce que ça veut dire, c'est que la valeur de ces offres-là diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne de cette valeur-là de l'égalité. Comment, ce que ça suggère, c'est que peut-être les enfants probablement utilisent l'équation tirée de la version pour l'inégalité. Donc, là, le cerveau des enfants calcule l'utilité des offres en utilisant cette équation-là. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ça semble être la même chose chez des adultes. Ici, on a le résultat d'une étude qui a été menée par une autre de mes étudiantes, Élise Desilets, en collaboration avec Benoît Brisson et l'UQTR. Donc ici, c'est des participants québécois qui ont fait la tâche en laboratoire. Puis on voit qu'eux aussi, plus les offres s'éloignent de 10 $, plus les gens vont en refuser. Parfait. Si les enfants choisissent prennent leurs décisions en se basant sur cette équation-là, ça ne dit pas, par exemple, comment ils modifient leurs normes. Encore une fois, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller regarder leur comportement. Donc ici, ce que je vous présente, c'est le taux moyen de rejet à travers toute la tâche. J'aimerais que vous portiez attention à ce qui se passe dans le bloc 2, donc dans le bloc où ils reçoivent des offres très basses. Mais, je ne sais pas si vous remarquez, mais on dirait que le taux de rejet semble varier essai par essai. Puis ça laisse penser que c'est vraiment un processus dynamique qui est en jeu. Qu'est-ce qui semble se passer? C'est que les enfants ont une norme, puis à chaque fois qu'ils voient une offre, bien, ils vont modifier cette norme. Et ça ne dit pas c'est quoi le mécanisme computationnel que notre cerveau utilise pour modifier la norme.
Fait que ce que Frédéric a fait, c'est qu'elle a pris les modèles qu'on avait développés à Virginia Tech pour expliquer comment les adultes adaptent leurs normes sociales, puis elle a regardé quel modèle pourrait le mieux expliquer le comportement de nos enfants. Donc, ce qu'on fait quand on fait des analyses de modèles comme ça, c'est qu'on va essayer justement de comparer les différents modèles. Puis pour faire ça, on va calculer une métrique. Par exemple, ici, ça s'appelle le critère d'information de Bayes, qui va, en fin de compte, qui représente à quel point les modèles sont bons pour expliquer le comportement des participants. Pour ce critère-là, plus la valeur est petite, plus ça dit que le modèle est bon pour expliquer. Ce que Frédéric a montré, c'est que le modèle qui expliquait le mieux le comportement des enfants, c'est un modèle qu'on appelle Rescola-Wagner. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le même modèle qui semble être utilisé par les adultes dans l'échantillon d'Élise. Je vais vous parler un peu de c'est quoi ce modèle-là. Donc, le modèle de Rescola-Wagner propose que comment les enfants font pour prendre leurs décisions, c'est qu'ils calculent l'utilité des offres en utilisant l'équation basée sur l'aversion d'inégalité. Et dans cette équation-là, je ne sais pas si vous voyez, là, mais il y a la norme. Et cette norme-là, comme on a vu, semble être updatée essai par essai. Puis comment cet update-là fonctionne? Bien, le modèle Rescola-Wagner propose qu'elle change suivant la règle de Rescola-Wagner, d'où le nom du modèle. Puis cette règle-là, c'est super simple. Elle est représentée mathématiquement ici. Donc, ce que ça dit, c'est que la norme à un temps t, c'est égal à quoi? Bien, c'est la norme que j'avais avant, plus quelque chose. Puis ce quelque chose-là, c'est quoi? Bien, c'est à quel point l'offre que j'ai reçue est différente de ce que je m'attendais. C'est quoi ça, encore une fois? L'erreur de prédiction de la norme. Puis ça fait du sens parce que l'erreur de prédiction de la norme, ça nous donne plein d'informations. Le signe de cette erreur-là nous dit si on doit augmenter ou diminuer notre norme. Puis l'amplitude de cette erreur-là nous dit si on doit beaucoup ou pas beaucoup modifier notre offre, notre norme. Pour ceux qui sont curieux, ceux et celles qui sont curieux, le epsilon ici représente ce qu'on appelle le taux d'apprentissage ou le learning rate, ce qui permet en fin de compte de tenir compte qu'il y a certains participants qui vont apprendre plus vite que d'autres. Donc, ce que je trouve vraiment cool dans les résultats de Frédéric, c'est que ça montre vraiment comment les enfants sont capables d'intégrer de l'information implicite de l'environnement social de façon dynamique pour modifier leurs normes sociales puis adapter leur comportement à leur environnement. Une autre contribution vraiment centrale du projet de Frédéric, c'est qu'elle montre, qu'elle propose, qu'elle présente les premières données sur le mécanisme computationnel sur lequel l'adaptation des normes sociales pourrait se faire chez les enfants. Fait que là, je suis rendu pas mal à moitié de ma conférence, puis là, il y a des gens qui se disent « Hey, pour un gars qui parle d'égalité, tu nous as beaucoup parlé d'inégalité désavantageuse, puis pas pantoute d'inégalité avantageuse. C'est pas super juste, hein, ça? Inquiétez-vous pas, ça s'en vient. » Donc, c'est pas pour rien qu'on parle pas beaucoup d'inégalité avantageuse, c'est que c'est comme particulier, ce type d'inégalité-là. Pour illustrer ça, je vais vous présenter des résultats d'une étude que Sivaille a faite en 2012. Une étude vraiment intéressante. Donc, ce que Sivaille a fait, c'est qu'elle a demandé à des participants de jouer un jeu d'ultimatum, mais une version vicariante. Okay? Donc, ce que je veux dire ici, c'est que ce que Sivaille demandait aux participants, c'est elle leur disait que vous allez voir deux personnes qui vont jouer un jeu d'ultimatum, un proposeur et un répondeur. Votre tâche à vous, ça va être d'accepter ou de refuser les offres pour le répondeur. Et ce qui est important, c'est que vos décisions ne vont avoir aucun impact sur si vous allez gagner ou perdre de l'argent. Ça va juste toucher les deux autres personnes. Dans cette condition-là, ce qu'on observe, c'est que si les offres sont désavantageuses ou avantageuses pour le répondeur, bien, la personne, le participant, va refuser ces offres-là. Ça fait du sens avec
ce qui est proposé par la théorie de l'aversion pour l'inégalité, que ce soit avantageux ou désavantageux, on n'aime pas ça. Mais la twist dans l'étude de Sivail, c'est qu'elle a aussi demandé aux participants de jouer le rôle du répondeur. Puis dans ce cas-là, leurs décisions ont un impact sur s'ils gagnent ou ils perdent de l'argent. Dans cette condition-là, oups, on n'a plus le même patron. Quand les offres sont désavantageuses pour les répondeurs, ils vont refuser. Et quand c'est avantageux, ils vont beaucoup moins refuser. Donc, ça a poussé des chercheurs à proposer que ces deux types d'inégalités-là, c'est peut-être deux processus différents. En effet, juste au niveau de comment on se sent par rapport à ces inégalités-là, l'aspect émotionnel, ça semble être différent. Quand l'inégalité, quand c'est désavantageux, ça va être souvent associé, on va souvent ressentir de l'envie, de la colère. Alors que quand on subit, on vit de l'inégalité avantageuse, ça va plus être de l'émotion comme de la culpabilité qui va être ressentie. Mais ce qui est aussi fondamentalement différent dans ces deux types d'inégalités, c'est la tension qu'il y a entre les bénéfices possibles que j'ai de, par exemple, d'accepter une offre versus mon intérêt à faire respecter la norme sociale, donc de refuser l'offre. Quand les offres sont avantageuses, c'est pas mal plus tough de dire « OK, je vais refuser pour dire à l'autre personne « Hey, ça devrait être égal le monde » parce que je pourrais perdre 15$, là, par exemple, dans ce cas-là. Ça a amené les chercheurs à dire que peut-être que l'inégalité avantageuse impliquerait d'autres fonctions, par exemple l'inhibition ou du contrôle cognitif. C'est en lien, ça va avec des résultats récents qui ont été faits par un groupe en Californie qui ont montré que les bases neurobiologiques des deux types d'inégalités semblaient être différentes. Pour l'inégalité désavantageuse, ça impliquerait des régions comme l'insula postérieure et l'amygdale, alors que pour l'inégalité avantageuse, on aurait des activations plus au niveau de l'insula antérieure, mais aussi des régions frontales, notamment dorsomédiales et dorsolatérales. Donc, des régions qui sont impliquées dans notre capacité de contrôle et d'inhibition. Puis ça aussi, ça va en lien avec l'idée que le développement de l'inégalité avantageuse est plus tardif. C'est plus difficile, justement, de par ce que ça requiert ces habiletés-là, mais c'est normal que ça se représente plus tard. Bien, il y a quelques années, j'ai donné une conférence à Montréal qui présentait justement des résultats sur une population vraiment particulière qui est aussi sensible aux inégalités avantageuses que désavantageuses. Puis après la conférence, Ross Otto, qui était à l'Université de McGill, est venu me voir et me dit « Hey Seb, je vous arrête tout de suite, c'est sûr, pour ceux qui connaissent Ross, il ne parle pas pantoute de même, là, mais en tout cas, pour l'histoire, on va le faire parler comme ça. Sébastien, pendant que j'étais à NYU, dans le laboratoire d'Elizabeth Phelps, on avait publié un papier où on montrait qu'on était capable d'entraîner, de faire apprendre aux participants à devenir plus sensibles à l'inégalité en leur présentant des modèles de personnes qui sont très sensibles. Et ça, on avait fait ça du côté de l'inégalité désavantageuse. Est-ce que tu penses qu'on serait capable de faire apprendre aux gens à devenir plus sensibles pour l'inégalité avantageuse? J'ai dit, c'est une bonne question, puis c'est tellement une bonne question qu'on a décidé de faire un projet avec ça. C'est un projet qui est fait en collaboration avec Oriel Feldman Hall, qui est à Brown, puis qui a été mené par un étudiant qui s'appelle Shen Zhang, qui est un étudiant chinois qui est en stage avec Ross il y a peut-être un an et quelques. Donc, c'est une étude qui est faite en ligne auprès d'adultes. On a 200 participants. Donc, ce qu'on dit aux participants, c'est qu'ils vont faire une expérience, puis il va y avoir 3 blocs dans cette expérience-là. Dans le premier bloc, on leur dit qu'ils vont jouer le rôle du répondeur dans une tâche ultimatum. Donc, on leur dit qu'ils vont voir plein de proposeurs différents, puis qu'à chaque fois, on va donner $1 au proposeur qu'il va devoir diviser entre lui et le participant. Puis le participant, tout ce qu'il a à faire, c'est de dire s'il accepte ou il refuse les offres. On demandait aussi aux participants d'identifier à quel point ils trouvaient ces offres-là justes ou injustes. Mais pour ces résultats-là, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais si vous voulez, on peut en parler après la conférence.
Donc, ce qui est important, c'est que dans ce bloc-là, qu'on a appelé baseline, on présentait aux participants vraiment des offres qui couvrent l'ensemble du spectre de l'inégalité. Donc, on avait des offres qui étaient extrêmement désavantageuses pour le participant. Donc, le proposeur garde 90 cents puis donne juste 10 cents aux participants. Pardon, des offres moyennement désavantageuses où le proposeur va garder 70 cents puis donner 30 cents aux participants. Des offres égales où le proposeur va regarder 50 cents, donner 50 cents, mais aussi des offres avantageuses, moyennement avantageuses, où le proposeur garde 30 sous et donne aux participants 70 sous, et des offres extrêmement avantageuses, où le proposeur décide de garder 10 cents, puis de donner 90 cents aux participants. Là, j'espère que vous avez compris qu'évidemment, c'est nous qui contrôlons les offres dans la tâche. Dans le deuxième bloc, on disait aux participants, on leur faisait jouer une tâche de l'ultimatum vicariant. On disait aux participants, là, vous allez être pairés avec une autre personne. Puis ça va être autour de cette autre personne-là de recevoir plein d'offres de proposeurs différents. Donc, votre tâche va être d'accepter ou de refuser les offres pour le répondeur. Et la twist qu'on donne ici, c'est qu'on dit aux participants, après que vous ayez dit si vous acceptez ou refusez l'offre, on va vous dire ce que cette personne-là, qu'on a appelé le modèle, ce que le modèle aurait choisi. Donc, on leur donne du feedback. Ça, c'est super important parce que c'est là que notre manipulation expérimentale va se faire. On va assigner aléatoirement nos participants à deux conditions. Une condition de contrôle où on va leur présenter un modèle de quelqu'un qu'ils pourraient rencontrer dans l'environnement. Donc, quelqu'un, aussi on a le taux de rejet, le contrôle est en orange. Donc, quelqu'un qui est sensible à l'inégalité désavantageuse. Donc, plus les offres sont désavantageuses, plus cette personne-là, son taux de rejet va être élevé. Mais, pour les offres avantageuses, il va toutes les accepter. Dans la condition expérimentale qu'on va appeler punition, le modèle qu'on va présenter aux participants, ça va être un modèle qui est autant sensible aux inégalités désavantageuses qu'avantageuses. Donc, plus les offres sont inégales, que ce soit avantageux ou désavantageux, plus le modèle va refuser ces offres-là. Dans le troisième bloc, ce qu'on faisait, c'est qu'on replaçait les participants dans le rôle du répondeur, puis on leur représentait toutes les offres qui couvrent le spectre de l'inégalité. Donc, ce qui nous intéressait ici de voir, c'est que l'apprentissage social qui se fait là, est-ce que les gens vont venir intérioriser cet apprentissage-là? Ça va faire en sorte qu'eux, quand ils sont répondeurs, ils vont produire des comportements différents de ce qu'ils faisaient avant. Donc, pour présenter les résultats, je vais utiliser ce graphique-là. Donc, on a ici de gauche à droite toutes les offres, les différents types d'offres qui ont été présentées aux participants. Donc, les offres inégales et très désavantageuses, puis les offres inégales et avantageuses ici. En Y, ici, on a le taux de rejet. Puis je veux juste faire remarquer que les barres pointillées ici représentent les modèles qui ont été vus par les participants. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans les deux conditions, pour les inégalités désavantageuses, on voit que les modèles avaient un taux de rejet très élevé pour les offres qui étaient désavantageuses. Mais que du côté avantageux, il y avait seulement le groupe dans la condition punition pour lequel le modèle avait un taux de rejet élevé. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est le comportement de nos participants au baseline, avant de rencontrer le modèle. Ici, c'est les données. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des participants pas mal normaux. Les gens, plus les offres vont être désavantageuses, plus les gens vont rejeter. Et quand on regarde du côté avantageux, les gens vont presque accepter toutes les offres. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe après qu'ils aient vu le modèle. Je vais commencer du côté désavantageux. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans les deux conditions, après avoir vu un modèle très sensible à l'inégalité, le taux de rejet des participants augmente. Ici, les barres représentent en fin de compte la différence entre ces deux points-là. Là, il y a des gens qui vont peut-être se dire « Hey, c'est bizarre parce que dans tes deux conditions, les participants s'adaptent, pas juste dans ta condition d'apprentissage. » Mais je vais vous faire juste remarquer que les modèles qu'on avait présentés aux participants étaient pas mal plus sensibles que nos participants. Donc,
quand on présente un modèle qui est plus sensible, effectivement, la personne va d'elle-même devenir plus sensible du côté désavantageux. Donc, on réplique exactement les résultats que Oriel et Ross avaient eus en 2018. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe du côté avantageux. Donc, ce qu'on voit, c'est que le taux de rejet augmente aussi du côté avantageux, mais là, seulement dans notre condition de punition, quand les personnes voyaient quelqu'un qui était très sensible à l'inégalité avantageuse. Et ça suggère que nos participants sont devenus eux-mêmes plus sensibles à l'inégalité. Bien, je vous ai dit au début de ma présentation qu'on était capable d'estimer la sensibilité des participants en utilisant justement l'équation basée sur l'aversion pour l'inégalité. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé le comportement de nos participants, puis avec un processus d'optimisation, on est allé estimer la sensibilité, l'envie et la culpabilité de nos participants avant et après l'apprentissage social. Ce qu'on voit, c'est que pour nos deux groupes, au niveau de l'envie, donc des offres désavantageuses, à sensibilité ou à l'inégalité désavantageuse, l'apprentissage social fait en sorte que la sensibilité augmente. Au niveau de la culpabilité, par exemple, ça augmente, mais seulement pour le groupe qui a vu un modèle qui était lui-même très sensible à ce type d'inégalité-là. Après ça, on s'est dit, bien, est-ce qu'il y a un lien entre ce qui se passe dans la phase d'apprentissage social puis le transfert, puis cette intégration-là de cet apprentissage-là au niveau entre le bloc 1 et le bloc 3. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé la relation, ce qu'on a mesuré, excusez-moi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré l'apprentissage en regardant le taux de rejet à la fin de la phase d'apprentissage versus au début de la phase d'apprentissage. Puis on a aussi regardé le taux de rejet dans le bloc 3 versus dans le bloc 1. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une relation linéaire entre les deux, particulièrement pour les conditions où il y avait eu justement du transfert, de l'intégration de l'apprentissage. Ce que ça suggère, c'est que plus les gens apprennent dans la phase d'apprentissage, plus ces gens-là vont intégrer ces apprentissages-là dans leur propre comportement. Et ça suggère que ce serait intéressant d'aller voir comment les gens apprennent dans la phase d'apprentissage. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que ce serait intéressant de regarder quel modèle computationnel permet d'expliquer ça. En 2018, Ross et Oriel avaient proposé que ce mécanisme-là pourrait peut-être s'appuyer sur l'apprentissage par renforcement. Ce que l'apprentissage, ce type de mécanisme-là, ce que ça propose, c'est qu'on va apprendre comment? On va apprendre en associant des actions à des conséquences. Donc, dans notre cas ici, c'est quoi les actions? C'est, en fin de compte, le fait d'accepter ou de refuser pour l'autre personne. Et les conséquences, c'est quoi? C'est le feedback qu'on donne aux participants. Est-ce que l'autre personne a effectivement accepté ou refusé l'offre? Aurait accepté ou refusé l'offre? Donc, comment ça fonctionne? Comment fonctionnerait ce modèle-là? C'est que, par exemple, quelqu'un recevrait une offre, le proposeur garde 30, le répondeur reçoit 70. Le participant dit, bon, moi, je vais accepter cette offre-là pour le répondeur. Puis là, on va, dépendamment du feedback, le répondeur va apprendre différentes choses. Donc, si, effectivement, on lui dit que l'autre personne aurait accepté, ça va faire augmenter la probabilité que la prochaine fois qu'il va voir cette offre-là, il va aussi l'accepter. Au contraire, si le participant dit « j'accepte l'offre », puis on lui dit, en tout cas, l'autre personne, lui, elle aurait refusé l'offre, ça va faire en sorte que le prochain coup, le participant va avoir la probabilité qu'il va accepter cette offre-là va être diminuée. Puis là, c'est super important de voir que les modèles d'apprentissage par renforcement, habituellement, ils sont spécifiques au contexte. Ça veut dire que ce qui est appris pour ce type d'offre-là ne s'applique pas à ce type d'offre-là. On doit apprendre séparément
pour ce type d'offre-là. Mais dans les faits, là, on apprend-tu vraiment sur les autres de cette façon-là? Est-ce qu'on fait juste associer des actions à des conséquences? Je ne pense pas. Puis je vais vous donner un exemple. Ma femme puis moi, on adore le foie gras. OK? Puis je suis quelqu'un j'aime croire que je suis quelqu'un d'assez galant. Donc, quand on mangeait du foie gras, ma femme et moi, puis je coupais le foie gras, bien, il y a toujours un morceau qui est plus gros que l'autre. Puis je donnais toujours ce morceau-là, le morceau plus gros, à ma femme. Mais au début de notre relation, je ne sais pas, j'imagine que Julie, elle voulait jouer le jeu, là, fait qu'elle ne disait rien. Mais rapidement, elle commençait à dire « Hey Seb, ça m'énerve quand tu fais ça. » Bien, moi, comment j'ai fait pour interpréter ce qu'elle me disait? Je n'ai pas fait « Hey, OK, elle n'aime pas que le foie gras soit divisé de façon inégale. » Non, non. Je me suis dit, Julie, c'est une femme fière, c'est une femme forte, avec des valeurs féministes. Donc, oui, c'est une femme extraordinaire. Je regardais plus ces caractéristiques psychologiques de ma femme. En effet, on sait que les humains, on va modéliser les autres beaucoup plus par leurs caractéristiques psychologiques que par, justement, une association simple entre action et conséquence. Donc, on s'est dit, on devrait peut-être essayer de trouver un modèle qui tient compte de cette réalité-là. Donc, dans la tâche qu'on fait faire aux participants, ce qu'ils doivent faire, c'est prendre une décision pour quelqu'un d'autre. Donc, ils doivent dire comment l'autre personne ferait pour prendre cette décision-là. Si notre cerveau, pour prendre une décision, doit calculer l'utilité d'une offre, puis on pense qu'on utilise l'équation pour la version d'inégalité, mais ça se peut bien que notre cerveau croit aussi que ce qui se passe dans la tête de l'autre personne, c'est aussi quelque chose qui est basé sur cette équation-là. Et le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas à quel point les gens sont sensibles. Puis c'est exactement le cœur du modèle qu'on propose, c'est que les gens ce qu'on essaie de voir, c'est justement les paramètres qui sont associés à la théorie de l'aversion pour l'inégalité. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé notre modèle à plein d'autres modèles, plusieurs versions de modèles qui sont basés sur le renforcement, l'apprentissage par renforcement. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que notre modèle était le meilleur pour expliquer le comportement des participants. Donc, ce qu'on a montré, c'est qu'effectivement, on est capable de faire apprendre à des gens à devenir plus sensibles à l'inégalité avantageuse. Et moi, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est qu'on montre que le processus d'apprentissage s'appuie sur un mécanisme computationnel où les gens ne vont pas faire des associations simples entre des actions et des conséquences, vont essayer d'inférer des caractéristiques psychologiques d'autres personnes. Puis ça a une implication extrêmement importante parce que, par exemple, avec ma femme, je sais que si elle n'aime pas que je divise le foie gras de façon inégale, elle n'aime sûrement pas que je divise le foie de veau non plus de façon inégale. Fait que ça nous permet vraiment de... C'est un type d'apprentissage qui se généralise à d'autres contextes. Et ça amène une prédiction extrêmement forte. C'est de dire que les apprentissages que je ferais dans un contexte ou, par exemple, avec un type d'offre, devraient se généraliser à d'autres types d'offres, donc à d'autres contextes. C'est exactement ce qu'on est allé tester dans une deuxième expérience. Donc, même paradigme, même chose, sur MTurk, 200 participants, même suite d'événements. La seule différence, c'est que dans la phase d'apprentissage social, on a donné du feedback, là, vous voyez, c'est disparu. On a donné du feedback aux participants, mais seulement pour un type d'offre. Des offres qui étaient moyennement inégales, qu'elles soient
désavantageuses ou avantageuses. Donc, le participant n'avait aucun feedback, aucune information à propos des offres avantageuses, extrêmement avantageuses, donc le 90-10 ou 10-90. OK? Vous comprenez? On va regarder les résultats. Donc, on va regarder premièrement ce qui se passe pour les offres pour lesquelles les gens avaient du feedback. On leur disait ce que l'autre personne pensait. On va voir à quel point est-ce que ces offres-là ces apprentissages-là se sont intériorisés et les gens, les participants, dans leur comportement, ont fait ces changements-là. On réplique les résultats qu'on avait dans notre première étude. Donc, les gens vont plus refuser les offres après avoir vu ce feedback-là. Ici, le point super important, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ça, c'est qu'est-ce qui se passe pour le 90-10, pour les offres qui sont extrêmement désavantageuses ou avantageuses. Des offres pour lesquelles les participants n'ont eu aucune information. Est-ce que les gens ont intégré quelque chose pour ça? Boom! Yes! Les gens, le taux de rejet a augmenté pour des offres pour lesquelles il n'y avait aucun feedback. On s'est dit, mais si effectivement ces changements-là, cette intégration-là est reliée à une généralisation, mais il devrait y avoir un lien entre les changements qui sont vus dans un type d'offre, les offres qu'on donne du feedback, et le type d'offre où il n'y avait pas de feedback. Fait qu'on a donc regardé la relation entre les deux types de transferts, puis effectivement, on voit qu'il y a une relation positive significative. Ce que ça veut dire, c'est que les gens qui ont le plus intégré ce qu'ils ont appris à propos d'un type de norme, d'un type d'offre, c'est généralisé. C'est aussi ceux qui ont appris à intégrer à leur comportement ce qui se passait pour les offres qui n'ont eu aucune information. Puis sans surprise, bien, le modèle qui expliquait le mieux le comportement des participants, c'est encore notre modèle d'inférence des caractéristiques personnelles, des caractéristiques psychologiques des participants. Donc, ce que ça montre, c'est que dans le cadre des normes sociales, l'apprentissage social semble passer par un mécanisme qui nous permet d'inférer les caractéristiques psychologiques des autres, dans notre cas, la sensibilité à l'inégalité, puis que les résultats qu'on trouve sur la généralisation suggèrent que ces changements-là vont venir s'opérer sur la représentation même de la norme, donc la norme d'équité. Puis ça risque d'avoir des impacts extrêmement sur notre prise de décision. Je trouve que c'est vraiment une belle représentation de cette idée que des contextes sociaux dans lesquels on vit vont avoir une influence sur nos représentations, sur nos comportements puis nos actions. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas toujours juste des receveurs dans les tâches. On est parfois des modèles. Fait que nos représentations, nos actions, nos comportements peuvent aussi avoir une grosse influence sur notre environnement social, par exemple, sur nos enfants. Fait que, la prochaine chose qu'on veut faire, c'est vraiment d'aller regarder les bases neurobiologiques de ce mécanisme-là. Donc, on va aller voir comment le cerveau se représente la sensibilité des autres, comment cette sensibilité-là est updatée par notre cerveau, puis comment notre cerveau fait pour faire en sorte que cette valeur-là va venir influencer notre propre sensibilité, puis comment ça va affecter notre comportement puis notre prise de décision. Sur ce, mais c'est quelque chose que je vais venir présenter peut-être plus tard. Sur ce, je veux juste remercier mes tops étudiants et étudiantes, particulièrement Frédéric Moras et Élise Desilets, Shen qui a travaillé comme un forcené sur le projet avec Ross, mes collaborateurs Myriam, Benoît, Ross puis Auriel. Et je tiens à remercier ma famille, les membres de ma famille, qui acceptent que je partage leur vie sans signer de formulaire de consentement. Donc, merci beaucoup à tout le monde.